Bonjour, ce cours concerne le TD1 sur la prise en main d'Excel avec les fonctionnalités de base, la découverte de l'interface et l'utilisation de fonctionnalités simples à travers le ruban. Alors tout d'abord, pour le démarrage d'Excel, il faut savoir que soit vous pouvez avoir accès à l'application Excel dans la barre de lancement rapide en bas de l'écran, ou alors, quand vous allez dans le menu démarrer, vous allez le retrouver souvent ici épinglé au niveau de ce menu ici. Soit alors, vous avez aussi la recherche, ou si vous tapez ici Excel, il va trouver dans les résultats donc l'application Excel. Donc, on va cliquer dessus pour le démarrer. Donc, si présenter ici la version Excel 2019, les interfaces restent à peu près les mêmes entre les différentes versions si vous ne retournez pas sur des versions trop anciennes, on va dire. Logiquement, vous devez toujours avoir le système d'onglets avec des rubans pour pouvoir suivre ce cours. Concernant l'interface, donc on a tout en haut de cette application Excel ce qu'on appelle le bandeau de titre. Vous allez retrouver le titre de ce classeur. Donc on viendra après sur les définitions de classeurs, de feuilles, de cellules, colonnes, lignes. Mais ce qu'on appelle ici la barre de titre, dans lequel à droite on va retrouver je réduis, je mets un niveau inférieur ou je ferme la fenêtre, ce qui est classique au niveau des fenêtres Windows. On a aussi ici ce qu'on appelle la barre de lancement rapide, c'est-à-dire pour enregistrer rapidement, pour revenir en arrière, revenir en avant. Et puis là, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, c'est des accès rapides sur certaines fonctionnalités qu'on peut mettre dans la barre de titre. Dessous, toute cette partie-là, ça s'appelle le ruban. Dans ce ruban, il est composé de différents onglets. Alors, le premier est un petit peu particulier, parce que dans Fichier, c'est plus des options dans lesquelles on va pouvoir accéder, de l'enregistrement, de l'impression. Donc, on quitte l'effet visuel du ruban pour passer sur une fenêtre avec un certain nombre d'options. Autrement, c'est des onglets et à chaque fois, le ruban va se modifier en proposant des commandes différentes en fonction de l'onglet qui a été sélectionné. En faisant rapidement un parcours sur ces onglets, dans Accueil, on retrouve ici les fonctionnalités, les commandes qu'on utilise le plus souvent au niveau d'Excel. Dans Insertion, comme son nom l'indique, on est dans une logique, je vais insérer quelque chose dans Excel, je vais insérer par exemple un graphique. On va passer par ce système-là, je vais insérer un tableau croisé dynamique. La mise en page, comme son nom l'indique, c'est dans l'objectif d'imprimer le travail qui va être fait sur Excel. Eh bien, on va s'occuper de la mise en page sur l'orientation, la marge, différentes options autour de cette mise en page. Les formules, vous verrez, on va l'utiliser très souvent. Donc, dans cet onglet et dans ce ruban, on a regroupé les formules par thématique, avec aussi certaines subtilités, mais qu'on ne verra pas au niveau de l'utilisation des formules pour faire des débugages ou comprendre certains fonctionnements lorsqu'on a des feuilles de calcul qui sont très complexes. Les données, c'est tout ce qui est gestion, parce que dans un tableau Excel, on va rentrer un certain nombre de données. À travers cet onglet données, on va pouvoir les gérer, les exploiter, les trier, les filtrer. Donc, on verra quelques fonctionnalités à travers ce ruban. Le mode révision, là, on rejoint un petit peu, même de manière beaucoup plus simple, au mode révision qu'on a sous Word. On peut rajouter des commentaires au niveau du classeur Excel. On peut protéger le document quand on veut faire du travail collaboratif, donc ça va servir à ça, ce ruban. L'affichage, à la différence de tout à l'heure qui était la mise en page, donc c'était la mise en page dans l'objectif de faire une impression. Là, on est plutôt sur l'affichage du classeur. On peut travailler avec plusieurs classeurs en même temps, avec plusieurs feuilles, et là, on peut pouvoir structurer son écran pour pouvoir faire ce travail avec différents classeurs ou différentes feuilles. Donc ça, c'est quelque chose qui est un
logiciel qui a été installé, mais ça fait partie par défaut des onglets d'Excel. Développeur, comme son nom l'indique, c'est pour faire du développement et souvent du VBA ou des macros, donc du Visual Basic Access au niveau d'Excel. Donc on peut faire du développement. Donc là, c'est l'aide. Acrobat, pareil, c'est un onglet qui n'existe pas habituellement. Il apparaît si vous avez installé sur votre PC Acrobat Reader ou un Acrobat Pro qui va insérer cet onglet, qui va donner accès à un certain nombre de fonctionnalités, mais qui sont vraiment propres à Acrobat. Donc voilà pour la description succincte des rubans. Après, quand on va en dessous, vous allez avoir ici la barre de formules. Donc c'est là où on va taper les formules. Alors soit on les tapera dans les cellules, soit on les tapera à ce niveau-là. Vous avez après ce qu'on appelle dessous la feuille de calcul, qui est caractérisée par des colonnes. Donc chaque colonne porte un nom, donc qui est une lettre de l'alphabet. Bien sûr, quand vous arrivez à la lettre Z, ce n'est pas la fin. Si je vais après, il va doubler. Donc il fera AA, AB, AC, etc. Et il continuera comme ça jusqu'aux capacités en fonction de la version d'Excel que vous avez ou de la capacité de votre PC. Et puis pareil, sur les lignes, chaque ligne a un nom. On a donné cette fois un numéro. Et bien sûr, à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, comme un peu à la bataille navale, on a ce qu'on appelle une cellule qui porte aussi un nom. On va parler plutôt d'une référence qui est ici C6. Cette référence ici, quand je suis dans cette cellule, on le voit aussi dans cette zone de nom ici. On voit que c'est marqué C6. Donc on a des ascenseurs pour pouvoir parcourir la feuille de calcul, donc aussi bien verticale qu'horizontale. Sur le bas, on a ce qu'on appelle les onglets des feuilles de calcul. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du vocabulaire, c'est que quand vous travaillez sous Word, vous travaillez dans un document. Quand on travaille sur Excel, vous travaillez sur un classeur. Il faut se représenter ce classeur comme un classeur réel qu'on utilise, qu'on va ouvrir, et dedans, on va avoir des feuilles qu'on va mettre dans ce classeur. Ces feuilles, c'est ces onglets. Là, par exemple, j'ai qu'une feuille, mais je pourrais en rajouter beaucoup d'autres et après les classer, les déclasser, les ranger suivant une certaine logique. Et cette feuille ici, qui est dans ce classeur, s'appelle une feuille de calcul parce que dedans, on va faire des calculs à travers ce tableur. On l'appelle aussi tableur. En bas à droite, on a le zoom qui permet de jouer sur la grosseur des lignes et des colonnes. Et puis là, c'est différents types d'aperçus, de mise en page, etc., qu'on va retrouver au niveau des rubans en haut, que je n'utilise pas énormément, puisqu'on le retrouve à ce niveau-là. Tout en bas, on a une barre d'état qui vous donnera un certain nombre d'informations. Je vous dirais qu'il rend des choses intéressantes, on le verra s'afficher en dessous, donc ce qu'on appelle la barre d'état. Voilà pour les principales choses à savoir sur l'interface Excel. Maintenant, on va peut-être voir au niveau des onglets ici, enfin des onglets des feuilles. On peut, alors là pour l'instant, j'ai qu'une seule feuille qui s'appelle feuille 1. Je peux lui donner un autre nom. Pour ça, le plus simple, alors on peut passer par le ruban en haut pour trouver comment on définit le nom de notre feuille. Le plus simple, c'est de double-cliquer sur la feuille et je vais appeler par exemple données. J'ai besoin de rajouter une autre feuille. J'ai le petit plus à côté, je clique dessus. Je rajoute une autre feuille. Alors par défaut, il va incrémenter. Ce sera feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc, je peux en ajouter une autre. Et à chaque fois, les renommer. Lorsque je veux supprimer une feuille, par exemple la feuille 2, je ne la veux pas. Alors, vous verrez le plus souvent, moi j'utilise, quand je ne peux pas faire autrement, les onglets avec le ruban et les commandes. Mais pour être beaucoup plus efficace, je conseille d'utiliser ce qu'on appelle le menu contextuel. Alors, qu'est-ce que c'est un menu contextuel? C'est un menu qui va être lié au contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, ici, sur feuille 2, je veux le menu contextuel de cet onglet. Je vais cliquer dessus avec le bouton de droite.
Et voilà, j'accède à ce qu'on appelle le menu contextuel. Voilà tout ce que je peux faire de manière basique sur cet onglet. Et là, on retrouve bien sûr supprimer. La création, on le retrouve ici, insérer. Donc je peux insérer une autre feuille à ce niveau-là. Donc le menu contextuel est quelque chose de très intéressant qu'on peut utiliser n'importe où au niveau de toute la suite Office, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Ces feuilles de calcul, vous pouvez aussi les intervertir. C'est-à-dire que données, je peux le mettre à la fin. La feuille 3, je peux le mettre au tout début. Donc il y a cette possibilité-là de pouvoir bouger comme dans un classeur. J'ouvre un classeur, je bouge les feuilles les unes par rapport aux autres, j'en enlève et j'en rajoute. Petite subtilité, on peut aussi colorier les onglets. Quand il y a beaucoup d'onglets qu'on veut se repérer, par exemple, si données, je considère que c'est un onglet qui est important, bouton de droite, j'ai couleur de l'onglet, je vais le mettre en rouge. Dès lors, quand je serai sur les autres onglets, je le verrai apparaître de manière très nette. Donc, possibilité de changer la couleur de l'onglet. Avant de rentrer plus dans la feuille de calcul, on va juste voir au niveau de l'enregistrement. Quand je vais dans Fichier, j'ai enregistré sous. Je vais parcourir et me positionner dans un endroit particulier pour enregistrer. Il faut savoir que les fichiers Excel, donc depuis un certain nombre d'années sur les dernières versions d'Excel, l'extension c'est .xlsx. Donc c'est le format utilisé par les dernières versions d'Excel. Sur les anciennes versions, vous aviez .xlx. Donc bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Donc avec cette version d'Excel, il est possible d'ouvrir les anciennes versions ou classeurs Excel, qui était en extension .xlx. Par contre, vous ne pouvez pas ouvrir avec les anciennes versions d'Excel les formats qui sont enregistrés avec des versions plus récentes, dans tous les cas. Donc si vous avez un Excel, je ne sais pas, 2007, et que vous souhaitez enregistrer, enfin du moins ouvrir un fichier qui a été enregistré en .xlsx, le logiciel le refusera. Par contre, je sais que vous le trouverez sur Internet, Microsoft avait quand même mis en place des petits patchs qui permettaient aux anciennes versions de pouvoir reconvertir 2-3 choses. Vous perdez bien sûr de la mise en page ou quelques formules, mais de pouvoir quand même retravailler sur ces fichiers plus récents. Voilà pour cette partie-là. Alors après, au niveau des feuilles de calcul. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc quand je sélectionne ici, je passe ma souris, c'est ce qu'on appelle des cellules, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'intersection de la colonne et de la ligne. Et chaque cellule a un nom, on va plutôt dire une référence, qui est marquée à ce niveau-là. Au niveau, alors je vais taper juste, parce que je mets dans une cellule, je vais taper un nombre pour faire voir les insertions. Donc je tape ici quelque chose dans une cellule. Soit je fais rentrer pour valider ma saisie, et je passe à la cellule suivante, soit je clique ailleurs. Ça revient exactement au même. Dès que j'ai tapé quelque chose dans la cellule, entrer ou je clique ailleurs, l'élément que j'ai inséré se retrouve dans la cellule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si je sélectionne cette ligne, la ligne 4, que je souhaite insérer une nouvelle ligne, Excel par défaut insère toujours avant. C'est-à-dire que vous voyez que mon 111 se trouve sur la ligne 4. Si je clique dessus avec le bouton droit de la souris sur la ligne 4, je vais faire apparaître le menu contextuel et j'aurai inséré. Et là, vous voyez, il a inséré une ligne 4 et le 111 est passé sur la ligne en dessous. Donc j'ai inséré juste au-dessus. Il en est de même pour la colonne. Je clique sur la colonne C où je trouve 111, bouton de droite, insérer. J'ai inséré avant, ça a décalé ici la cellule dans laquelle j'ai marqué 111 sur la droite. Par contre, quand je suis sur une cellule, c'est pour lui un petit peu plus problématique puisqu'il va se poser une question. Moi, je vais vous faire voir, je vais insérer. Je dis insérer. Du coup, il me dit, OK, je vais insérer une cellule, parce que je me trouve sur une cellule. Je ne dis pas que j'insère une colonne ou une ligne.
Mais si j'insère une cellule ici, à la place de celle-là, le 111, je le décale vers le bas ou vers la droite? C'est là que la question se pose. Est-ce que je décale les cellules vers la droite ou est-ce que je décale les cellules vers le bas? Donc par défaut, il propose vers le bas, mais vous pouvez tout à fait choisir de dire si j'insère une nouvelle cellule ici, ce qu'il y a ici va se décaler à droite. Voilà, ce qui est le cas. Qu'est-ce que je peux encore dire? Alors pour supprimer, je sélectionne la cellule, je fais suppr. Tout simplement. Pour la saisie des données, on va pouvoir voir ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on saisit un texte, par exemple, table, dans une cellule. Donc je fais entrer. Lorsque je saisis un texte, l'élément qui est inséré dans la cellule, si c'est un texte, il est aligné à gauche de la cellule. Quand je tape un nombre, par exemple 125, entrée, comme il voit que c'est un nombre, il va l'aligner par défaut à droite. Alors tout ça, je pourrais le changer, le paramétrer après. Mais c'est juste pour vous indiquer comment sont alignés les éléments saisis dans le classeur et dans la cellule. Si je tape une date, donc, la date, on voit un petit peu moins ici, est alignée à droite. Donc, quand c'est des nombres ou c'est des dates, c'est aligné à droite. Quand c'est un texte, c'est aligné à gauche. Là-dessus, on va pouvoir voir peut-être sur les largeurs des lignes et des colonnes. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure ce que j'ai fait. Quand je suis sur une colonne, je peux jouer sur la largeur de la colonne. C'est-à-dire qu'avec ma souris, si je me mets à l'intersection des deux colonnes, j'ai une double flèche qui apparaît et je peux écarter pour modifier la largeur de la colonne. Il en est de même sur la hauteur de la cellule, de la ligne plutôt. Je me mets ici, je passe ma souris ou je positionne ma souris entre les deux lignes, 5 et 6, je laisse mon doigt appuyé et j'ai le droit de modifier la hauteur de ma ligne. Du coup, j'ai des cellules, par exemple celle-là, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus haute. Au niveau de l'affichage dans la cellule, je peux après, on voit que la date est restée en bas à droite, ou du moins alignée sur la droite, mais je peux modifier le positionnement de cet élément dans cette cellule. Au niveau de l'onglet Accueil et du ruban qui est présenté ici, vous avez ici un groupement de commandes qui s'appelle Police et un groupement qu'on appelle Alignement dans lequel on va trouver aussi des éléments pour pouvoir jouer sur l'élément inscrit dans cette cellule. Par exemple ici, je veux dire que je veux centrer au niveau de la hauteur l'élément saisi et le centrer au niveau de la largeur la date. Donc là, on voit qu'on peut jouer sur ce positionnement dans la cellule. De même ici, même si ça tient sur une ligne, c'est un nombre, mais j'ai le droit de le forcer en disant que le nombre, je l'aligne à gauche ou je le centre. On peut aussi travailler sur la police, c'est-à-dire le mot table, je vais le centrer. Je peux l'écrire en gras et en plus gros. Je peux mettre aussi une couleur de fond. Vous voyez ici, j'ai la couleur de remplissage. Donc je clique sur la petite flèche qui est ici et donner une couleur de remplissage de ma cellule. Je vais en donner une autre ici, avec une autre couleur. On peut aussi fusionner des cellules. Exemple, ici je peux dire que c'est janvier, février, mars. Et ces 3 mois-là concernent l'année 2020. Donc je vais taper au-dessus
2020, mais cette année-là concerne ces 3 mois. Eh bien, je peux tout à fait sélectionner ces 3 cellules. Donc j'écris 2020 dans la première, je sélectionne les 3, et là je vais dire je fusionne. Dès lors, je n'ai plus 3 cellules, j'en ai plus qu'une. On le voit au-dessus, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 cellules, en bas, je n'ai plus qu'une. Et il a centré bien sûr l'année dedans, mais après bon, je peux rejouer encore sur le positionnement. Donc voici 3 cellules fusionnées, et dessous je vais me retrouver avec, je vais centrer avec les mois. Si je veux fractionner, défusionner, je reclique sur la cellule fusionnée et je clique ici sur le, vous voyez, c'est activé parce que c'est un fond grisé. Je désactive en cliquant dessus. Et je reviens sur 3 cellules. Concernant le format des nombres, si je mets ici 20, ici je vais mettre 20,54. Je peux formater, alors j'écris 20, mais je peux dire, toujours dans l'onglet accueil, je vais ici dans le groupe des commandes de nombres, formater ça sous forme monétaire. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le symbole donc, de l'argent, je clique ici sur la petite flèche, je vais en euros. Il va me marquer 20 euros. Alors, il n'a pas été saisi 20,00 et le symbole euro. J'ai formaté la cellule. C'est bien 20 qui est inscrit dedans, mais le formatage le fait apparaître visuellement comme étant 20 euros. Pour preuve, quand je double-clique dessus, c'est pour pouvoir modifier ce qui a été saisi dans la cellule. Je double-clique, vous voyez, je vois que 20. C'est 20 qui est bien inscrit. Par contre, comme j'ai formaté la cellule, visuellement, je vois apparaître 20,00 euros. Si je ne veux pas de décimale, toujours pareil, au niveau du groupe des commandes ici, vous voyez au niveau des symboles, là, on avait 2 chiffres après la virgule, on n'a plus qu'un. Je réduis les décimales, donc je peux en réduire de 2. Comme ça, j'affiche sous forme de nombre entier, ici, un format monétaire de 20 euros. De même là, si je veux qu'il n'y ait qu'une seule décimale, je peux cliquer ici, j'aurai qu'une seule décimale, 20,5. Mais si je vais voir l'intérieur de cette zone ici, c'est bien marqué 20,54. Mais visuellement, je ne vois apparaître que 20,5. Alors je double-clique, mais si vous allez vous positionner sur cette cellule, dans la barre de formule, vous voyez ce qui est inscrit aussi dedans. Cette barre est un miroir de ce qui est inscrit dans cette cellule et on retrouve exactement, sans formatage, l'information qui a été saisie dans la cellule. De même, si j'écris un chiffre qui est important, par exemple celui-là, alors vous voyez, là, la largeur de la cellule n'était pas assez suffisante, donc il la met sous forme exponentielle. Quand c'est comme ça, je vais ouvrir ma cellule pour qu'il puisse tout rentrer dedans. Donc, du coup, pour lui, il l'a préformaté sous ce format-là. Mais j'ai le droit de lui dire que je le veux sous forme de nombre. Alors, soit je vais cliquer ici sur un type de formatage, soit je vais dans beaucoup plus de détails, ici, parce que je fais apparaître une fenêtre qui me permet de voir beaucoup plus d'éléments que ce qui est affiché au niveau de ce groupement. Donc là, je pourrais dire que je veux un nombre. Je veux le formater sous forme de nombre, aucune décimale. Je fais OK. Donc, le nombre s'inscrit ici tel quel, sans format exponentiel ou quoi que ce soit. Je peux aussi afficher ce nombre avec des séparateurs de milliers, c'est-à-dire qu'il est difficile à lire. Là, vous voyez, c'est marqué séparateur de milliers, je clique, j'enlève les 2 décimales à la fin. Donc j'ai le nombre qui est séparé, tous les milliers, qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus directe par rapport à ce qui est inscrit dans cette cellule. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur les attributs? Donc on a vu les nombres. Oui, ici on peut avoir aussi le pourcentage aussi. Si je veux écrire ça sous forme de pourcentage, je vais écrire 30, je vais %. Ça permettra d'avoir un affichage sous le format d'un pourcentage.
Et c'est bien un pourcentage qui est lu ici, c'est pas du texte, parce que si je fais un calcul par rapport à ça, il verra que c'est 30%, donc 0,3. Concernant, je crois que c'est les choses les plus importantes qu'il fallait connaître ici au niveau du format des cellules. Au niveau des bordures maintenant, vous voyez, chaque cellule est délimitée par des lignes et des colonnes. Enfin, il y a un petit liseré gris tout autour de chaque cellule. Mais si jamais vous l'imprimez, donc je vais dans Fichier, Imprimer, vous voyez, il n'y a pas de délimitation. Ces délimitations que l'on voit ici, c'est juste pour vous donner une information pour vous, pour connaître les frontières de chaque ligne, chaque colonne, de chaque cellule. Mais si vous faites une impression, la bordure ne s'imprimera pas. Il faut lui donner cette information de bordure. Le plus souvent, le plus simplement, quand vous voulez mettre une bordure autour d'une cellule, vous sélectionnez la cellule, et ici, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupement des commandes police, vous avez la possibilité de mettre des bordures, ici. Donc là, on vous dit une bordure basse, une bordure supérieure, gauche, droite, partout. Là, pour l'instant, j'ai sélectionné qu'une seule cellule. Je peux dire, je mets une bordure tout autour, partout. Là, la bordure apparaît. Si je retourne en fichier impression, vous voyez, la bordure est bien apparue. Je pourrais mettre une bordure sur un tableau complet. Par exemple, tout le tableau que j'ai fait ici, je sélectionne. Alors, on en arrive sur la sélection des cellules. Quand je clique et je laisse mon doigt appuyé, je peux sélectionner un ensemble de cellules contiguës. Donc, toutes ces cellules ont été sélectionnées et j'ai le droit de dire que je mets des bordures tout autour, c'est-à-dire en haut, en bas, au milieu de ma sélection. Voilà, je regarde visuellement ce que ça donne. J'ai bien les bordures qui sont apparues. J'en profite pour l'histoire des sélections. On a vu pour sélectionner un ensemble de cellules, je pouvais laisser le doigt appuyé sur la souris, je sélectionne plusieurs cellules. Pour sélectionner toute une colonne, je clique sur le nom de la colonne, toute la colonne est sélectionnée jusqu'en bas. Pour sélectionner une ligne, je clique sur la ligne, toute la ligne est sélectionnée. Maintenant, je pourrais sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguës, c'est-à-dire si je veux sélectionner cette cellule, pas la suivante, mais l'autre qui a une cellule d'écart, je peux le faire grâce à la touche CTRL. C'est-à-dire que j'appuie ici sur cette cellule, j'appuie sur la touche CTRL, et là, je vais sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguës. Vous voyez, j'en sélectionne plusieurs, donc il les met sous gris pour faire voir que j'ai sélectionné différentes cellules, donc je lâche, et je peux dire que toutes ces cellules, je vais les mettre sous un fond marron. Comme ça, vous voyez bien la sélection que j'ai fait. Donc on peut sélectionner des cellules non contiguës grâce à la touche CTRL. Si je veux sélectionner tout le classeur, il y a aussi CTRL, le CTRL A qui permet de sélectionner l'entièreté de la feuille de calcul. Donc je sélectionne quelque part, je fais CTRL A comme All, je sélectionne l'entièreté de la feuille. Sur les bordures, à savoir aussi, là j'ai fait une bordure simple, mais on peut faire des bordures un petit peu plus personnalisées. C'est-à-dire que quand vous allez au niveau de bordure, tout en bas vous avez autre bordure. Quand je vais ici, j'ai plusieurs types de bordures. Je pourrais dire par exemple je fais des pointillés rouges en haut de ma cellule. Je fais par exemple un double trait vert à droite. Je fais un trait épais de couleur bleue en bas. Et puis ici, je vais faire des petits points violets ici. Je fais OK. Et vous voyez ici, je retrouve tout ce que je demandais au niveau de la cellule. Si cette mise en forme me convient, que je veux la répéter ailleurs, je ne vais pas à chaque fois tout refaire les manipulations. J'ai le droit de copier la mise en forme de la cellule, la réappliquer et de la réappliquer ailleurs. Donc pour ça, je vais sélectionner la cellule dans laquelle je veux copier cette mise en forme. Ici, j'ai un petit pinceau qui s'appelle reproduire la mise en forme. Je clique dessus et je vais par exemple reproduire ça ici.
Et on voit bien qu'il a reproduit exactement la même mise en forme au niveau de cette cellule. Est-ce qu'il y avait d'autres choses intéressantes à voir? Je peux vous donner ici des... Non, la hydrocopie, on le verra sur autre chose. On a vu donc le format de nombre, tout ce qui est alignement. Oui, pour le texte ici, vous voyez, il y a possibilité d'orienter le texte. Là, par exemple, on peut dire que le texte, je l'écris dans ce sens-là, en diagonale. Je peux aussi le personnaliser en faisant bouger ici le texte de manière plus précise, en fonction des degrés. Le renvoyer à la ligne, si ça c'est important. Quand vous tapez un texte ici, alors je vais faire dans un nouvel onglet pour que ce soit clair. Donc je tape ici par exemple, la table est bleue. Voilà, j'ai tapé un texte dans la cellule, alors je vais un petit peu zoomer, ça permettra de mieux voir. J'ai tapé ici un texte dans la table est bleue. Dans la cellule A1 et j'écris la table est bleue. On voit bien que ce texte, il est beaucoup plus long que la cellule. Quand je clique dedans, c'est bien ce qui est marqué dedans, la table est bleue. Par contre, une partie du texte a débordé sur la cellule voisine. Cette cellule voisine, elle est vide. Quand je clique dessus, vous voyez, il n'y a rien du tout. Sauf que quand il y a la place, le texte ici s'est permis de déborder sur la cellule suivante. Par contre, si dans la cellule suivante, j'avais par exemple autre chose qui est marqué, par exemple le ciel, vous voyez bien que le texte ne peut plus déborder, du coup il passe dessous la cellule. On ne voit pas la fin, du texte ici, parce que quelque chose s'y inscrit, donc il ne vient pas piétiner dessus, il passe dessous. Je vais le supprimer. Alors quand vous écrivez un texte dans une cellule et qui déborde sur la cellule voisine, vous avez le droit de dire que vous forcez que ce texte, une fois qu'il arrive à la frontière, revienne à la ligne. Pour ça, c'est simple. Quand je sélectionne la cellule, vous avez renvoyé la ligne automatique. Donc, dès qu'il arrive au bord, il sait que le texte ne peut pas aller sur la cellule voisine. Il le renvoie automatiquement sur la ligne du bas. Donc, on est toujours, sur la ligne du bas, on est toujours sur la même ligne. On est toujours dans la même cellule, mais il a modifié la hauteur de la cellule pour faire entrer tout le texte. Alors, bien sûr, si j'écarte ici la cellule qui peut tout faire entrer dedans, on voit bien que le texte revient dedans. Si je le réduis, dès qu'il ne peut plus rentrer, il revient à la ligne automatiquement. Maintenant, on a aussi un autre moyen pour forcer le retour à la ligne. Si par exemple ici, vous voulez la table et est bleue se retrouve dessous, sans modifier la largeur de la colonne. Vous pouvez tout à fait, alors je double-clique pour mettre le curseur juste à ce niveau-là, et là, je vais faire sur mon clavier, appuyer sur la touche Alt, qui est à gauche de la barre d'espace, et c'est la touche Entrée. On force le retour à la ligne. C'est-à-dire que je lui ai dit de revenir à la ligne. Je n'ai pas activé l'option renvoi à la ligne automatique. Donc, je n'ai pas touché à ça. Je me suis juste mis ici, et j'ai juste dit, je fais Alt Entrée, je force le retour à la ligne. Alors, quelle que soit la largeur de ma cellule, on voit bien que le retour à la ligne a été forcé grâce à la combinaison de la touche Alt et la touche Entrée. Est-ce qu'il y avait d'autres choses intéressantes à ce niveau-là? Donc on va terminer sur la partie... regardez si je n'ai pas oublié des éléments par rapport à ce qu'on devait avoir sur l'introduction. Je crois qu'on a fait le tour. Là, on va finir par la partie mise en page pour l'impression. Donc au niveau de la mise en page ici, vous avez dans ce groupement de commandes plusieurs éléments qui vont impacter l'impression. Je prends avec des données, par exemple, ça plus lisible. Là-dessus, je peux modifier l'orientation de la page pour mettre un portrait au paysage pour l'impression. Je peux modifier la marge au niveau, toujours pareil, sur le bord, quand je vais imprimer, vous pouvez dire il y a des marges qui sont larges, normales ou très étroites en fonction de la grandeur de votre tableau.
Si je vais plus en détail sur toutes les options possibles dans la mise en page. Donc je redis bien, la mise en page, c'est vraiment orienté pour l'impression. Donc je retrouve la commande que j'avais ici, l'orientation, je le retrouve à ce niveau-là. J'ai la possibilité d'ajuster. C'est-à-dire que là, je lui force pour dire que je vais l'imprimer. Même si mon tableau est très grand, je veux qu'il tienne sur une page en largeur et une page en hauteur. Donc je peux forcer sur combien de pages le tableau doit sortir. Donc il va bien sûr diminuer la police, utiliser une échelle qui permettra de tout faire entrer au niveau des paramètres qu'on aura mis ici, mais on peut lui demander de faire ce travail d'ajustement. Donc les marges, c'est ceux qu'on a vu tout à l'heure là-haut. On peut modifier de manière beaucoup plus précise les marges. L'en-tête et le pied de page. Donc ça, c'est pour pouvoir faire lors de l'impression un en-tête, un pied de page. C'est-à-dire, je vais le faire concrètement. Je vais marquer test ici. La partie de droite, je peux même insérer la date. Ici, je pourrais insérer un numéro, non, le numéro de page, je le mettrai en bas. Le nom de fichier, comment s'appelait le fichier. OK. Et puis sur le pied de page, je vais pouvoir mettre sur la droite le numéro de la page sur le nombre de pages totales. Je fais OK. Vous voyez, il fait voir à quoi ressemble l'en-tête et le pied de page. Donc je fais OK, on va voir ce que ça donne. Si je vais dans Fichier, Imprimer, j'ai un aperçu de la page. Vous voyez que l'en-tête vient de s'insérer ici. J'ai un pied de page, il y a une page sur une. Je retourne sur mise en page. Et enfin, sur la partie feuille, on peut définir une zone d'impression. C'est-à-dire que même si vous avez un tableau qui est très grand, j'ai le droit de dire que je vais imprimer que ça. Donc, vous voyez, j'ai colorié beaucoup d'autres cellules, mais j'ai donné une zone d'impression. Ce qui fait que quand je peux imprimer à partir d'ici, quand je vais dire imprimer, vous voyez, je n'ai que cette partie-là qui va apparaître parce que c'est ma zone d'impression, je l'ai délimitée. Je peux aussi répéter des lignes en haut et à gauche. Là à quoi ça sert? Si jamais vous avez un tableau qui tient sur beaucoup de pages, vous avez les en-têtes qui sont tout en haut, ici, et puis après vous avez des milliers de lignes. Sur chaque feuille, si vous voulez répéter les en-têtes sur chaque nouvelle feuille, il suffit de le définir ici. Il répétera toujours les en-têtes à chaque impression en haut de chaque feuille. Là-dessus, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Donc, quand je fais imprimer, il n'imprime pas directement, il passe par l'aperçu avant. Ça revient pareil à imprimer. Vous avez toujours l'aperçu de votre impression qui va s'afficher ici à ce niveau-là. Voilà, on a fait un peu le tour sur la prise en main d'Excel. Je vous remercie.